Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h50. Voici les titres du journal. À la veille de la célébration de la Journée mondiale des droits de l'homme, l'atmosphère est lourde. Des organisations non gouvernementales crient à hausse sur la suspension de 3 mois pour financement illicite. Une décision du ministre de l'administration territoriale, le REDAC, a brisé les scellés apposés ce lundi par le sous-préfet de Douala 1er. Et ce 9 décembre marque le délai de déclaration sur les revenus des personnes physiques. C'est le sprint final pour les déclarants depuis ce lundi matin. Ils sont nombreux qui se plaignent toujours de la lenteur, voire de l'inaccessibilité de la plateforme de la Direction générale des impôts. Un problème qui a poussé le ministre des Finances à proroger à 2 reprises le délai de déclaration. Une obligation pour le citoyen, mais visiblement pas pour les décideurs, toujours attendus pour la déclaration de leurs biens. Chronique à suivre dans cette édition de Rodrigue Tongué. Les villes sont déjà aux couleurs des fêtes de fin d'année. À une dizaine de jours de la Noël, les marchés sont bondés. On s'empresse déjà de faire les emplettes, mais il faut casser la tirelire pour faire le plein du panier. Les prix des denrées alimentaires sont passés du simple au double. Voilà pour les titres. Ouvrons ce journal par cette bande d'adolescents suspects du meurtre d'un stagiaire au centre de production TV de Mbala2 de la chaîne publique à Yaoundé. Élèves dont l'âge varie entre 17 et 20 ans, ils ont attiré une foultitude de personnes ce matin lors de la reconstitution des faits. Retour sur les circonstances de ce drame produit dans la nuit du 29 au 30 novembre dernier avec Karel Mezatiachouya et Constant Kamia. C'est ici, à l'entrée de l'hôpital Jamo de Yaoundé, que le drame s'est produit dans la nuit du 29 au 30 novembre. Patrice Okala est tombé sur des hors-la-loi en pleine agression des spectateurs en route pour leur domicile, après une émission au centre de production TV de Mbala2 à laquelle il a lui-même pris part. Le stagiaire de la chaîne publique, en voulant s'interposer pour protéger ces derniers, signale qu'ils seront filmés. Mais les présumés brigands sans état d'âme vont alors le passer à tabac. L'un d'entre eux donne l'ordre à la victime de lui donner son téléphone. Mais face à son refus, il lui a asséné le coup de grâce avec un poignard et il rendit l'âme sur le chemin de l'hôpital. Alertés, les éléments du groupement de la gendarmerie du Fundi ont ouvert une enquête et attrapé les suspects à peine une semaine et quelques jours après la tragédie. 3 ont été interpellés dans la ville de Yaoundé, 2 dans la localité de Ntui. Celui qui a donné le coup de grâce à M. Okala est passé aux aveux. Il a dénoncé ses camarades. Ils sont interpellés et seront présentés à M. le procureur de la République par le tribunal de grande instance du Fundi. Ils sont désormais entre les mains de la justice. La maman de la victime, quant à elle, est encore plongée dans le deuil. Mon fils était calme, doux, posé, gentil. Je ne sais pas ce qui les a animés. Je ne sais pas. Des suspects âgés de 17 à 20 ans. Un appel à plus de vigilance et de rigueur dans l'éducation des enfants est lancé. Quand vous avez des enfants qui rentrent à la maison à des heures tardives, vous devez vous poser la question, qu'est-ce qu'ils font dehors? La consommation de la drogue également, c'est un sérieux problème dans notre société. Donc je voudrais inviter tout le monde à la collaboration. Cela est déjà fait, mais il faut que cela soit encore fait davantage. La reconstitution des faits s'est déroulée ce 9 décembre dans la cité capitale. Je vous l'annonçais en titre, le réseau d'organisations de défense des droits de l'homme en Afrique centrale brise les scellés apposés quelques minutes plus tôt par le sous-préfet de Douala 1er sur ses portant en exécution à la décision de suspension d'activité de 3 mois infligée au REDAC par le ministre de l'administration territoriale. Pour la présidente du conseil d'administration, Maître Alice Com, l'acte est entaché d'irrégularité. Aimé Catherine Moukouri, David Sandio, Stéphane Binac nous en disent plus. Par ce geste, la présidente du conseil d'administration du réseau d'organisations de défense des droits de l'homme en Afrique centrale brise les scellés. Elles ont été apposées sur les différentes ouvertures du REDAC quelques minutes plus tôt
Pour Maître Com, l'acte était illégal. Ce scellé ayant été illégalement apposé, j'ai pris sur moi de les briser moi-même. Nous sommes, j'ose encore le croire, dans un état de droit. Le sous-préfet de l'arrondissement de Douala, premier sur le terrain, exécute l'arrêté du ministre de l'administration territoriale portant suspension d'activité du REDAC. Le timing de l'arrêté ministériel, la veille du 10 décembre, journée consacrée aux droits de l'homme, suscite interrogation. C'est comme si le gouvernement du Cameroun veut passer un message fort à l'opinion nationale et internationale pour dire, nous au Cameroun, nous piétinons les droits de l'homme. C'est pour ça que nous allons sceller la principale organisation qui travaille sur les droits de l'homme au Cameroun. L'avocate au barreau du Cameroun et responsable du REDAC déclare connaître les conséquences de son acte. Nous attendons de répondre aux convocations qui nous seront données pour répondre du délit de bris de scellé prévu et réprimé par l'article 191 du Code pénal. Et à ce moment-là, ils vont nous donner une tribune supplémentaire pour dénoncer ces gens-là. L'arrêté portant suspension du REDAC évoque le financement illicite, activité de nature à porter atteinte au système financier national et non-respect du fonctionnement des organisations non gouvernementales. Le projet de loi de finances du Cameroun au titre de l'exercice 2025 a été adopté hier par l'Assemblée nationale. En substance, le budget du Cameroun pour l'année prochaine s'équilibre en ressources et en emplois à la somme de 7 317,7 milliards contre 7 278,1 milliards de francs CFA en 2024. Au cours de la séance plénière relative, des députés ont à nouveau remis en question le dépôt tardif du projet de loi. Les détails avec Delphine Foncoutene et Serge Alain-Zebo. Lors de l'examen du projet de loi de finances du Cameroun au titre de l'exercice 2025, des députés, principalement de l'opposition, proposent plusieurs amendements pour corriger ce qui est perçu comme des failles dans la gouvernance budgétaire. Je vous suggère fermement de réduire drastiquement le train de vie de l'État en supprimant les dépenses improductives que d'étrangler les Camerounais à travers une pression fiscale inédite. Comment comprendre que des dépenses prévues pour les missions des fonctionnaires, pour les honoraires et études qui n'ont jamais donné de résultats que nous voyons en termes d'amélioration des conditions de vie des citoyens, continuent à bénéficier d'augmentation d'une année budgétaire à l'autre? Année après année, j'ai l'impression que les 24 milliards qui sont alloués à cette chambre, c'est comme de l'argent jeté à la poubelle. Parce que la loi la plus importante, celle qui définit le quotidien de tous les Camerounais, est préparée en excluant les politiques. Et ça doit prendre fin. Face à eux, le ministre des Finances défend mordicus le projet de loi. Ce dernier prévoit pour le Cameroun en 2025 un budget de 7 317,7 milliards de francs CFA contre 7 278,1 milliards de francs CFA en 2024, soit une augmentation de 39,6 milliards de francs CFA en valeur absolue et 0,5% en valeur relative. Vous ne pouvez pas construire un grand barrage si vous ne faites pas beaucoup d'études. Il y a une palanquée d'études qu'il faut faire et puis pour aboutir à la décision. Mais l'objectif de l'État, c'est effectivement de réduire le budget de fonctionnement. Au cours de cette même séance plénière, des députés se projettent sur le système de gouvernance du Cameroun en 2025. J'espère que l'année prochaine, nous aurons un nouveau chef d'État et nous aurons finalement une loi de finances qui respecte le peuple camerounais. S'il vous plaît, l'an prochain, en 2025, laissez le président Biya aller se reposer au village. Les Camerounais ont soif d'un nouveau management politique. Article 6, alinéa 2 de la Constitution, je cite, « Le président de la République est élu pour un mandat de 7 ans. Il est rééligible. » Donc, dites-lui que le RDPC, dans ma circonscription, est prêt à voter pour lui et que le comité central est prêt à lui donner l'investiture. Au finish et en présence d'un parterre de membres du gouvernement, le projet de loi de finances du Cameroun au titre de l'exercice 2025 est validé dans son entièreté et les amendements des députés votés en touche. Adopté hier par l'Assemblée nationale, le projet de loi de finances du Cameroun au titre de l'exercice 2025 a officiellement été transmis ce lundi au Sénat avant sa communication à l'ensemble de la Chambre de la Conférence des présidents. Réunie ce matin au Palais des Congrès, a donné un avis favorable. Le texte a immédiatement été soumis à l'examen de la Commission des finances
et du budget du Sénat. Il fera l'objet de débats avant son adoption demain soir au cours d'une séance plénière. Nous y reviendrons. Le mouvement pour la démocratie et le progrès se prépare à jouer un rôle de premier plan lors des prochaines échéances électorales au Cameroun. Réuni récemment à Douala, le comité exécutif du parti a fixé la date de son congrès pour mars 2025. Cette rencontre a également été l'occasion de livrer sa position sur les nombreuses coalitions politiques qui se dessinent à l'approche de la présidentielle. Titi Freeman, Thierry Nana, compte rendu. Le MDP exhorte avec force à une synergie des forces politiques en vue de l'échéance cruciale de 2025. Nous avons toujours pensé que la mutualisation des forces politiques, des forces du progrès, des forces du changement était nécessaire, sinon indispensable pour gagner et pour porter les espoirs du peuple camerounais, les espoirs de changement. Donc nous allons regarder, nous allons discuter avec les uns et les autres. Dans l'attente des prochaines étapes électorales, le parti s'attelle à affûter ses stratégies et à renforcer ses capacités. Le MDP va tenir son congrès au premier trimestre, au mois de mars. Pensons bien que toutes les conditions seront réunies pour non seulement renouveler, retoiletter ces textes, les moderniser, tenir compte des mutations, également repréciser son projet de société. Et surtout, se mettre en ordre de bataille pour aborder donc ces échéances dont je vous ai parlé tout à l'heure. Fondé il y a plus de 3 décennies par feu Samuel Ebois, le MDP lance un appel vibrant aux Camerounais, les invitant à s'engager pleinement dans la lutte pour un véritable renouveau politique. Nous sommes un parti qui est vieux de 30 ans, dont l'histoire chemine avec l'histoire de la démocratie dans ce pays. Et nous pensons apercevoir des lueurs au loin, des perspectives de changement. Et donc ce n'est pas le moment, après avoir battu, après avoir maintenu la flamme, de baisser les bras. Donc le MDP sera présent au rendez-vous futur. Le congrès, prévu en mars 2025, constituera une étape décisive pour le parti. Mise à jour des statuts, révision de sa vision politique et définition d'objectifs clairs pour son avenir. Parlons à présent des nouveaux tarifs en vigueur sur le ciment dans les villes de Yaoundé, Douala et Garoua. Selon un communiqué du ministre du Commerce daté du 6 décembre dernier, les nouvelles mesures qui font suite à des négociations avec les principaux producteurs de ciment du pays devraient prendre effet dès ce lundi 9 décembre. Les prix du ciment connaissent une baisse significative allant de 100 à 150 francs CFA. Sur le terrain, l'application est difficile. En reportage, Daniel Anissé-Boudier et Pierre Raoul Ngofo. Les prix du ciment n'ont pas changé dans cette quincaillerie de Yaoundé. Ce 9 décembre, la grille tarifaire affiche toujours 4 750 francs sur le sac de 50 kg 32,5 R Multix et 5 300 pour le ciment 42,5 R Robuste. Pour les quincaillers, la nouvelle tarification en vigueur depuis ce lundi et qui consacre une baisse de 100 à 150 francs sur le prix du sac de ciment n'est pas applicable à l'immédiat, les anciens stocks n'ayant pas encore été écoulés. Mais partout ou presque dans la ville, c'est l'omerta chez les tenanciers de quincaillerie qui disent avoir peur des représailles du gouvernement. Sur le terrain, les nouveaux prix sont méconnus comme dans cette fabrique de parpaings au quartier éleveur à Yaoundé. Ce maçon a acheté du ciment ce matin au prix habituel. On a acheté 8 sacs de ciment aujourd'hui au prix habituel à 5300 depuis que le ministre a parlé. Bon, on achète ça au prix habituel qu'on a l'habitude de payer. Selon un communiqué du ministre du Commerce daté de vendredi 6 décembre, cette nouvelle tarification émanerait pourtant de négociations avec les principaux producteurs de ciment du pays. Cependant, cette baisse, précise le communiqué, ne concerne que les villes de Yaoundé, Douala et Garoua. Pour les autres localités, ces prix seront modulés en fonction des distances et des coûts de transport. Mais dans la capitale, rien n'a changé. Tant que les quincaillers n'auront pas épuisé tout leur stock existant, aucune baisse ne sera appliquée, visiblement. Et ce 9 décembre est date butoir pour la déclaration des revenus des particuliers. Un ultime report sans effet pour de nombreux usagers qui jusqu'ici
n'ont pas réussi à remplir ce devoir fiscal pour cause l'inaccessibilité de la plateforme. Ils s'expriment dans ce reportage de Titi Freeman et Thierry Nana. De la date du dernier report à ce jour butoir, la déclaration des revenus des particuliers est restée une équation difficile pour plusieurs usagers. Le processus pour remplir ce devoir fiscal demeure fastidieux. Problème majeur, l'inaccessibilité de la plateforme numérique. Donc, comme le ministre a prorogé lundi, on a pu travailler 2 jours, mais après, c'était presque impossible jusqu'aujourd'hui. Ça s'est passé lundi, mardi, après plus de mercredi jusqu'à nos jours. On ne peut pas entrer, même accéder à la plateforme, impossible. Il y a d'abord ce phénomène de réinitialisation du mot de passe. Pour la simple raison qu'un contribuable ne peut pas se connecter plus d'une fois avec le même mot de passe. Une étape sine qua non à cette télédéclaration que l'administration fiscale gagnerait à améliorer. Pour cela, les experts proposent une méthode de désengorgement du site. La plateforme est d'autant plus engorgée parce que nous sommes aujourd'hui le 9, c'est la période du 1er au 15 que toutes les personnes morales sont censées effectuer leur déclaration à versement spontané. Toutes les personnes physiques qui sont chargées de déclarer leurs revenus de particuliers sont également sur la même plateforme. On aurait pu penser que vraiment, s'il y avait une base de données pour gérer les personnes physiques et laisser les personnes morales déclarer effectivement leurs revenus, leur déclaration à versement spontané, ça désengorgerait dans une certaine mesure la plateforme. Après 3 prorogations successives, certains Camerounais espèrent à un nouveau report. Qui proroge encore, même en 2025, parce qu'il y a des gens qui veulent se déclarer, mais la plateforme n'est pas accessible. Et si les Camerounais traînent à s'identifier à déclarer leurs revenus sur la plateforme de la Direction générale des impôts, d'aucuns émettent des réserves sur la fiabilité et la sécurité de cet espace cybernétique. Cela donne l'occasion de questionner la protection des données personnelles renseignées sur une plateforme comme celle de la Direction générale des impôts. Leslie Poumetia, David Sanjo et Mathias Kamdem pour les détails. Renseigner ses données personnelles, les noms et prénoms, numéro de téléphone, compte bancaire entre autres, sur toute plateforme cybernétique est risqué du fait des nombreuses attaques. Nous nous exposons à diverses menaces, notamment le vol d'identité, l'exploitation des données et cyberattaques. Lorsque vous allez partager sur une plateforme publique votre numéro de téléphone, votre nom, votre adresse, vous prenez le risque que ces informations soient utilisées à votre insu. Donc quelqu'un pourrait usurper votre identité pour faire de l'arnaque. Pour ce qui est de la plateforme de l'identification des revenus des personnes physiques de la Direction générale des impôts, des informaticiens s'accordent à dire que malgré la sécurisation, elle n'est pas exempte de toute attaque. La plateforme n'est pas assez sécurisée pour gérer les données des Camerounais. Du fait que le protocole de communication ne soit pas HTTPS. Donc n'importe qui s'y connaît un peu pourrait intercepter toutes les requêtes, toutes les réponses, et ainsi avoir une grosse source de données. Il existe des risques potentiels de sécurité. Pour garantir cette sécurité, la DG a mis sur pied plusieurs mesures, notamment l'authentification à 2 facteurs, qui nous donne droit à un mot de passe. L'accès difficile à la plateforme s'explique par sa forte sollicitation. Dans le cas échéant, je pense que cette saturation est due à un trafic élevé. Parce qu'en effet, au vu des échéances imposées aux Camerounais, bon nombre, on va dire franchement des millions de Camerounais essayent de se connecter à la plateforme. L'architecture n'a pas été conçue, la dite plateforme n'a pas été conçue pour supporter les montées en charge. Les montées en charge signifie que lors de la conception initiale, le logiciel était prévu pour peut-être 10 utilisateurs simultanés. Mais du jour au lendemain, ce chiffre explose. Alors que le délai d'identification se rapproche, la question de sécurisation des données se pose toujours. Y a-t-il un lien entre la déclaration des revenus des personnes physiques qui est dans l'air du temps et l'article 66 de la Constitution sur la déclaration des biens des gestionnaires de la fortune publique? Interrogation de 19h50 à l'occasion de la célébration ce 9 décembre de la Journée mondiale de lutte contre la corruption. Tentative de réponse dans cet élément de Joël Diom 3 et Raoul Ngofo.
Y aurait-il un lien entre la déclaration des revenus des personnes physiques et la déclaration des biens des gestionnaires de la fortune publique? Si oui, pour Hilaire Kamga, membre actif de la société civile, ces liens devraient résider dans un souci de transparence. Ceux qui nous gouvernent regardent les citoyens lambda comme étant des sujets qu'on devrait pouvoir paupériser. C'est le seul lien. Parce que eux, ils ne se croient pas obligés de déclarer leurs biens publiquement, alors que nous avions démontré que l'application de l'article 66 nous ferait économiser près du tiers de ce qui était le budget en 2008. L'épistémologue Faustin Etouké voit mal comment la déclaration des biens pourrait prendre corps alors que depuis 28 ans, aucune ligne n'a bougé. Il ne faut pas s'attendre à ce que ceux qui ne déclarent pas leurs biens depuis 1996, la Constitution, ni depuis 2006, la loi, nous attendons sur le décret d'application. Par quelle baguette magique vous voulez qu'ils commencent à déclarer leurs biens aujourd'hui? Hilaire Kamga, lui, dénonce une situation contribuant à creuser encore plus les écarts. Pensionner le citoyen lambda, de racketter le citoyen qui déjà n'a pas la possibilité d'avoir un revenu normal, mais à qui on demande de se soumettre à l'obligation de déclaration des revenus qu'il n'a déjà pas. Pour dissiper ce sentiment d'une société de privilégiés d'une part et de délaissés d'autre part, la société civile doit pouvoir mettre la pression aux gouvernants. Les pétitions à n'en plus finir, des déclarations de manifestations pacifiques, même si elles seront interdites. S'il y a cette pression-là, bon, le gouvernement peut lâcher du lest. Le lien entre la déclaration des revenus des personnes physiques et l'article 66, stipulant la déclaration des biens des gestionnaires de la fortune publique, devrait être, de l'avis de nombre d'analystes, de loger tous les citoyens à la même enseigne. Et près de 16 investigations ont permis de mettre la main sur la bagatelle de 69 milliards de francs CFA, selon le rapport de la CONAC en 2023. Preuve que ce fléau est toujours aussi bien enraciné dans les habitudes des Camerounais. Et malgré les efforts de dénonciation et de sensibilisation, quelle est réellement la perception des citoyens face à la corruption? Ambroise Foguet. Pour beaucoup de Camerounais, la corruption est omniprésente dans la vie quotidienne. Pour beaucoup de citoyens interrogés dans les rues de Bolova ce jour, parler de lutte anticorruption au Cameroun est un leurre. Si ceux qui sont chargés de faire la répression et de la corruption, de la constater, sont eux-mêmes corrompus, ça va finir quand? Dans les hôpitaux, allez au niveau de la justice là. Par exemple, vous voulez faire entrer votre fils dans mon établissement, vous me cotisez. Quand vous êtes des marchés publics, je vais vous trouver dans les marchés publics, je vais cotiser aussi. Donc on se cotise mutuellement, c'est ça la corruption, c'est la tontine des Camerounais. La corruption est partout, que ce soit dans l'administration publique ou même dans les services privés. Il y a toujours des demandes de pots de vin. Ces citoyens vont même plus loin. Ils sont incompétents, ça ne nous sert à rien. Et la corruption continue. Personne n'ignore que quand vous allez en route, soit avec un véhicule qui a été volé, soit avec ceci ou cela, dès que vous arrivez en contrôle de police ou de gendarmerie, vous prenez ce que vous prenez, vous donnez et vous passez. C'est officiel. Et partout. Malgré quelques campagnes de sensibilisation et de dénonciation, certains estiment que le phénomène ne diminue pas. Les témoignages révèlent un scepticisme face aux réformes. On se rend plutôt compte que plus on multiplie les instruments de lutte contre la corruption, plus la corruption sévit allègrement. Ça veut dire tout simplement que, comme vous voulez combattre quelque chose que les gens aiment, les gens font donc l'effort de vous montrer que vous ne pouvez pas. On en parle beaucoup, mais au final, rien ne change vraiment. À croire que des instruments placés par l'État sont des coquilles vides. Les gens continuent de payer pour obtenir des services. Les Camerounais pointent du doigt toutes les administrations sans exception comme étant particulièrement touchées par la corruption. Tout Camerounais est corrompu. C'est même inscrit dans les gènes. En somme, bien que des efforts soient faits pour parler de la lutte contre la corruption au Cameroun, le chemin reste long. La voix des citoyens est essentielle pour apporter un changement durable et récupérer l'intégrité tant désirée. Et pendant que les citoyens se plient à la déclaration de leurs revenus, l'article 66 de la Constitution qui impose la déclaration des biens des décideurs publics reste inappliqué. Une asymétrie quasi flagrante, sujet de la chronique politique de ce lundi de Rodrigue Tanguay en direct de Yaoundé. Bonsoir Rodrigue, pourquoi, comme une piqûre, la date d'aujourd'hui rappelle que les citoyens sont contraints à la transparence, mais peut-être pas leurs dirigeants?
Bonsoir Alain Gizin Kanga. Nous dirons d'emblée que la déclaration des revenus imposés aux citoyens vise à renforcer l'équité fiscale et à lutter contre les activités illicites. En parallèle, l'article 66 de la Constitution exige que les décideurs publics déclarent leurs biens et avoir au début et à la fin de leur mandat. Pourtant, depuis son adoption en janvier 1996, cet article reste inapplicable, simplement, faute de texte d'application, justement, ou de mécanismes de contrôle effectif. Ce décalage crée un double standard flagrant. D'une part, alors que les citoyens sont surveillés de près, même les vendeurs de tapioca, pour reprendre une expression populaire, ceux qui gèrent la fortune publique échappent à toute obligation de transparence patrimoniale. Comment demander au peuple d'être irréprochable si ses dirigeants ne montrent pas l'exemple? Cet écart ne peut-il pas nourrir le sentiment d'injustice et affaiblir la légitimité morale de l'État à exiger des sacrifices du citoyen? Notons simplement en guise de réponse aussi que si les citoyens déclarent leurs revenus, les décideurs, eux, devraient déclarer non seulement leurs revenus à leur tour, mais aussi leurs biens, en incluant ceux de leurs conjoints et de leur progéniture. Cela élargirait l'assiette fiscale et renforcerait les outils de lutte contre l'enrichissement illicite au Cameroun. Rodrigue, quelles sont les conséquences de cette asymétrie sur la société? Autrement dit, le décideur s'absente-t-il? Ce contraste, Alain Gizin Kanga, entre citoyens et décideurs alimente l'idée que les lois s'appliquent de manière inégale. Les citoyens contraints à la transparence risquent de perdre confiance dans une institution perçue comme injuste. L'impunité des élites contre la corruption. Sans déclaration des biens, il devient impossible de contrôler l'origine des richesses publiques ou de prévenir les détournements. Cependant, il n'est pas trop tard pour inverser la tendance en s'engageant activement dans l'application des dispositions de l'article 66 de la Constitution du 18 janvier 1996. Le pouvoir enverrait un signal fort en faveur des réformes. Une telle initiative renforcerait l'exemplarité de l'élite et consoliderait la crédibilité des institutions auprès du peuple. Le Cameroun a déjà montré sa capacité à mener des réformes courageuses. En continuant sur cette voie, il pourrait devenir un modèle en matière de transparence publique. Il n'y a qu'à, pour reprendre cette formule de Feu Hubert Monondiana, paix à son âme, il n'y a qu'à, en cette matière-là, il n'y a qu'à respecter la loi. Merci Rodrigue Tongué. On entre directement dans notre page live. La fête de Noël approche à grands pas et il est toujours difficile de garnir le panier de la ménagère. La conjoncture impose de casser la tirelire pour faire le plein et satisfaire sa famille. À une dizaine de jours de la fête de la Nativité, les femmes sont embarquées dans le train de l'angoisse. Corinne Jovial-Tassonkeng et Henri Tindon ont fait le tour de quelques marchés de la ville de Douala. Voici leur reportage. À quelques jours des fêtes de fin d'année, le panier de la ménagère fait face à de nombreuses difficultés. Entre flambée des prix et autres, la ménagère perd ses repères. Rencontrée cet après-midi au marché central de Douala, Gisèle confie être essoufflée par les prix sur les différents étals. Le panier de la ménagère devient de plus en plus cher. La boîte de riz qui coûtait 175 à 250, 300. L'huile d'arachide qui était à 1200, 1100 francs, c'est 1500 maintenant. On ne sait même plus sur quel pied danser. Maintenant, si on mange même sur les bourratifs, on n'a plus besoin de la qualité. Le constat est le même chez Aline. Selon elle, aucun aliment sur le marché n'est accessible. Il y a quoi sur le marché qui est à peu près? Rien. La boîte de riz à 250. Le plantain, c'est pas facile. Le macabo, on l'appelle dame macabo maintenant. Le manioc, quoi, l'igname, il n'y a rien. On ne voit pas. Pour ces ménagères, le coût de vie actuel est au-dessus de celui qu'elles appellent le Camerounais moyen. Si 5 000 francs permettaient à une famille de s'alimenter, il faut aujourd'hui le triple pour l'envisager. Tout est devenu trop cher. Le Camerounais pauvre ne peut plus s'en sortir aujourd'hui. Chez moi, par exemple, nous étions une maison de 5 personnes. Aujourd'hui, nous sommes 6, 7. Avant, avec 5 000 francs, on pouvait manger tranquillement. Aujourd'hui, c'est 15 000 pour manger quelque chose de bien par jour.
Rendu à une quinzaine de jours de la fête de la Nativité, le panier de la ménagère se retrouve handicapé. L'huile, le riz, le poisson et autres denrées de première nécessité connaissent une inflation exponentielle. Et la tomate est l'un des légumes qui fait sourire les ménagères en cette période en raison de son abondance sur le marché et son prix jugé à la portée de toutes les bourses. En dehors des étals, la tomate se vend aussi en cajot dans des camions qui font le tour des marchés et des quartiers de la ville de Yaoundé. Pour attirer la clientèle, ces commerçants itinérants se livrent alors à un exercice pour le moins bruyant, des chansons qui attirent la curiosité des clients et rythment les ventes des tomates enchantées. C'est un récit signé Jadis Kamga et Raoul Ngofo. Des chansons en langue qui ramènent du beau monde à leur camion. Ces vendeurs de tomates en ont fait un rituel. À leur passage, l'indicatif sonore fait son petit effet dans cette ruelle, non loin du marché Etoudi à Yaoundé. Sous la rythmique, les cajots de tomates s'arrachent comme des petits pains. Bénéficiaires de cette période d'abondance, les ménagères saisissent la bonne affaire. Le plus souvent, c'est souvent trop cher et que j'achète pour aller bien conserver. Parce que d'ici 2 semaines, ça serait plus cher que ça. Mais derrière la bonne humeur et les sourires des commerçants se cache en réalité un carnet de route entamé dans les champs de Fumbot dans la région de l'Ouest Cameroun et ponctué de nombreuses difficultés. La voiture quitte parfois de 16h, ça arrive au marché 8e. On commence la vente à partir de 4h. D'habitude, ça finit même souvent à 6h le matin, mais actuellement, ce n'est plus le cas. Tous les enfants qui sont là, il faut les payer les cajots, les herbes, les gens qui attachent, les calibreurs, ceux qui cultivent au champ. On vend à 3 000 parce que je vais liquider pour partir. Parce que je vais rentrer toujours ce soir. Une fois sur la route, démarre une course contre la montre car la denrée est hautement périssable. Obligé de faire concurrence aux détaillants des marchés, quartiers et même des villages positionnés le long de l'itinéraire. Quand on fait le tour de la ville, on cible les marchés, on voit où on peut passer pour pouvoir un peu liquider. Ça, on se libère seulement, on ne cherche plus l'argent. En tout cas, ce sombre tableau n'entache pas la joie manifestée lors de la vente. L'orchestre joue sa partition devant un public visiblement conquis et des tomates qui, une fois dans l'assiette, vont à coup sûr enchanter les convives. De la réclame à présent, BGF IBAN au Cameroun a désormais son siège social à Douala. Le Sirius Building a été inauguré le 7 décembre par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Les précisions dans ce publi-reportage. En plein cœur de Bonandoumbe à Douala se dresse majestueusement l'immeuble Sirius Building, siège social de BGF IBAN Cameroun. Le 6 décembre 2024, cet édifice R+8 ultra moderne est inauguré par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, représentant personnel du chef de l'État. En décidant de placer cet événement sous son très haut patronage et en s'y faisant représenter personnellement, le chef de l'État a voulu magnifier la contribution déterminante de BGF Bank au financement des activités économiques et sociales de notre pays. Depuis l'ouverture de sa première agence au Cameroun en 2011, BGF Bank s'est affirmé comme un acteur de référence, répondant aux défis économiques de notre pays et soutenant les efforts de l'État pour bâtir un Cameroun émergent. Je voudrais pour ma part encourager cette dynamique équipe à persévérer dans cette voie afin que l'étoile de BGF Bank continue de briller dans le ciel du Cameroun et au-delà. Cette prestigieuse cérémonie d'inauguration a connu la présence d'un parterre de membres du gouvernement camerounais et bien d'autres autorités, du haut-commissaire du Gabon au Cameroun et bien sûr du président du conseil d'administration de BGF IBAN Cameroun, Henri-Claude Ohima, et de nombreux hommes d'affaires. BGF IBAN confirme son engagement à s'installer durablement au Cameroun. Au-delà des chiffres,
au-delà de notre engagement à financer les opérateurs économiques, nous avons souhaité montrer que définitivement BG Bank Cameroun, en tant que pôle de croissance pour notre groupe, est bien implanté dans ce pays pour longtemps encore. Véritable pôle de croissance du groupe BGF Bank et première institution bancaire au Cameroun à obtenir la certification ISO 9001 version 2015, BGF Bank Cameroun compte 22 agences à travers le pays. L'inauguration de ce siège minutieusement pensé et conçu pour répondre aux besoins de la clientèle vient aujourd'hui confirmer cette position et booster davantage les rendements. Aujourd'hui, avec ces bels outils de travail, nous pensons que pour nos clients, nous allons les servir encore avec beaucoup plus de professionnalisme, beaucoup plus de proximité. Et c'est un bien-être pour l'économie camerounaise qui va se voir renforcée avec toutes nos capacités qui sont doublées aujourd'hui en termes de financement de l'économie. À l'occasion de cette cérémonie, le président du conseil d'administration, Henri-Claude Ouima, et l'administrateur directeur général Abakal Mahamad sont élevés respectivement à titre exceptionnel au rang d'officier de l'Ordre national de la valeur et de chevalier de l'Ordre national de la valeur. Une reconnaissance de la nation qui va à coup sûr redynamiser les efforts de BGF Bank Cameroun, votre partenaire pour l'avenir. Opération transfert de savoir et de compétences à l'École nationale supérieure des travaux publics à l'occasion du lancement par le ministre des Travaux publics d'une session de formation sur l'appropriation des traitements des sols aux liants hydrauliques routiers, une technique innovante dont des experts marocains de l'entreprise CIMAF spécialisée dans la production de ciment donnent les secrets. Publié reportage. L'état des lieux des routes au Cameroun traduit à suffire l'urgence de l'usage de techniques innovantes pour leur entretien. L'entreprise CIMAF, Ciment de l'Afrique, compte bien opérer la révolution dans ce secteur. Sur 121 873 km de route au Cameroun, 91 633 sont en terre. Et la plupart de ces routes en terre sont des routes régionales, sont des routes communales, ces routes de proximité qui impactent sur la vie de nos communautés, ces routes de proximité et qui impactent sur leur capacité d'échange sur l'économie locale. Il est donc question d'améliorer le niveau de service des routes en terre. Pour accompagner l'action gouvernementale, cet acteur majeur du secteur des matériaux de construction et du BTP en Afrique a initié une formation, 5 jours au cours desquels des cadres s'approprient les techniques de traitement des sols aux liants hydrauliques routiers, une technique qui a fait ses preuves au Cameroun dans sa phase pilote et qui présente de nombreux avantages. Ce produit-là, quand il traite un sol, il améliore sa portance et empêche, si vous voulez, cette percolation des eaux et on peut circuler normalement et convenablement. Il y a d'autres avantages parce que si on améliore la portance des sols, on va réduire les couches de chaussée, on peut retraiter les matériaux sur place, on peut aussi faire des économies sur l'utilisation de matériaux nobles en retraitant des recyclant des matériaux sur place. Tout ça, ça va dans le sens de développement durable. Au travers de cette formation, le groupe industriel CIMAF partage son expérience pour l'amélioration du réseau routier camerounais. On va passer le dimensionnement, l'étude de formulation, la réalisation, le contrôle d'assurance qualité pour qu'on s'assure que les choses sont bien faites et puis l'évaluation du comportement. Nous sommes là aujourd'hui pour pouvoir échanger, pour pouvoir partager, pour pouvoir, avec nos amis les Camerounais, dans un cadre de collaboration, dans un cadre de partenariat et dans un cadre d'engagement responsable et citoyen en tant qu'opérateur industriel de renommée nationale afin de pouvoir concrétiser ensemble une collaboration publique-privée. Pour rappel, l'entreprise a été créée en 2011 et rendue en 2024. Elle est implantée dans 12 pays sur le continent. CIMAF a pour mission de produire, commercialiser et développer des matériaux et services innovants pour des particuliers ainsi que pour le secteur du BTP en général.
Et avant de refermer ce journal, allons au Ghana où l'ancien chef de l'État, John Mahama, remporte la présidentielle face au candidat du parti au pouvoir. La start-up de biotech marocaine vient de produire les premiers tests de dépistage d'une poste en Afrique. En Syrie, des rebelles syriens ont pris d'assaut le pays, entraînant la chute du régime de Bachar al-Assad. Titi Freeman, Ludovic Gamsi, Escalmonde. Des scènes de joie ont envahi Accra et d'autres régions du Ghana après la victoire de John Dramani Mahama à l'élection présidentielle. Candidat du principal parti d'opposition, le Congrès national démocratique, il a battu Mahamoudou Bawumia, vice-président sortant et représentant du nouveau parti patriotique. Mahamoudou Bawumia a reconnu sa défaite et félicité le nouveau président, tout en saluant la décision des Ghanéens. Ancien président de 2012 à 2017, Mahama revient au pouvoir avec l'ambition de reformer un pays durement frappé par une crise économique. Ce scrutin a reflété une forte demande de changement, notamment chez les jeunes, touchés de plein fouet par l'inflation et le chômage. La start-up biotech marocaine Moldiag vient de développer le premier test de dépistage du Mpox en Afrique. Dans son usine au Maroc, Abdelhadim Moumem, le fondateur et directeur scientifique de Moldiag, explique que les tests fabriqués au Maroc pourraient contribuer à remédier aux pénuries de manière abordable. Les centres africains de contrôle et de prévention des maladies ont signalé plus de 59 000 cas de variole et 1164 décès dans 20 pays depuis le début de l'année. La plupart des cas ont été recensés dans les pays de l'Afrique de l'Est, à savoir le Burundi, l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Les rebelles syriens menés par le groupe islamiste radical Hayat Tahrir al-Sham ont renversé le régime de Bachar al-Assad à la suite d'une offensive qui n'aura duré qu'11 jours. Ils ont profité d'une vacance des pouvoirs, d'une armée démotivée et d'un contexte international qui leur a été favorable. Le futur nous appartient, a déclaré triomphant le chef des HTC depuis le centre de Damas, alors que l'ancien maître du pays, Bachar al-Assad, serait en fuite, probablement en direction de la Russie. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à Canal 2 International. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.